Qui est l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire et quels sont ses secrets? Écoute, c'est le sujet que je veux aborder avec toi dans cette vidéo. Il va être question pour moi de te parler du pays de Didier Drogba, de la réussite d'un homme qui m'a beaucoup impressionné parce qu'en l'étudiant, je me suis rendu compte qu'il avait énormément de choses à m'apprendre. Et le but de cette vidéo, simplement, c'est de pouvoir partager avec toi les choses qu'il dit et comment est-ce qu'elles peuvent t'aider toi aussi à devenir un meilleur ou une meilleure entrepreneur. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi. L'idée va être de pouvoir te permettre de pouvoir bénéficier gratuitement des conseils et astuces que j'y partage pour aider les entrepreneurs à pouvoir se lancer gratuitement. Et le deuxième est d'aller dans la barre de description et de cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, en tout cas sache que le 17 novembre, j'organise une séance de travail dans laquelle il va être question de pouvoir parler autour de l'investissement à Paris. Donc, si tu habites à Paris ou autour et que tu peux te rendre disponible le 17 novembre, je t'invite à venir nous rejoindre parce qu'il va être question de parler de l'immobilier comme facteur d'enrichissement et comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier à moindre coût en Occident, mais aussi en Afrique. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, va dans la barre de description. Tu vas trouver un lien et une vidéo que j'ai faite qui va t'expliquer à peu près le programme de la journée et comment faire pour réserver toi aussi ta place. Il y a encore des places, on est encore à peu près 2 mois, donc n'hésite pas à y aller parce que mine de rien, les places vont quand même un peu vite. Fin de la parenthèse. Alors, le but de cette vidéo, c'est bien évidemment de pouvoir parler des richesses, enfin des secrets plutôt des personnes qui ont réussi et comment est-ce que ces personnes peuvent nous inspirer. Et aujourd'hui, on va parler de Monsieur Kakou, l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire. Il a un parcours super intéressant parce qu'après avoir fait ses études en Côte d'Ivoire, il est venu en France pour faire des études d'assurance et il a travaillé dans de grands groupes avant de décider de prendre son envol, de créer sa propre boîte et c'est bien évidemment contre la volonté et l'avis de ses anciens patrons à l'époque qui voulaient le maintenir comme salarié, comme c'est souvent le cas, bien évidemment. Mais il a osé prendre le courage d'essayer, d'oser et ça lui a bien évidemment réussi puisqu'aujourd'hui, il a à la tête de plus d'une vingtaine de sociétés dans l'assurance qui sont reparties dans pas mal de pays et de 2 banques. Donc voilà, quelqu'un qui a bien évidemment un parcours qui m'a personnellement beaucoup plu et j'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir partager avec toi 5 secrets sur lesquels il a basé sa réussite. Donc sans plus tarder, on va parler du premier secret qui consiste à ne pas abandonner face aux difficultés. Les échecs, on en a eu aussi. Je pense à l'échec de notre, pas implantation, mais notre participation à une société au Niger, où nous avons été évincés sans indemnisation. Et ensuite, surtout, notre échec de notre première implantation au Cameroun, mais nous sommes revenus. On tombe et on se relève donc. Toujours. Comme le Christ, quand on tombe, on doit se relever. Si on veut réussir. Il faut apprendre à se relever de son échec. Dans son histoire, il raconte 2 événements majeurs, effectivement, qui l'ont marqué en tant qu'entrepreneur. Et le premier, bien évidemment, a été une perte d'argent au Niger et le deuxième a été une implantation qui a été très difficile au Cameroun, qui a même été, pour simplement le dire, ratée. D'ailleurs, il n'est pas le seul qui a eu du mal à s'implanter dans le marché camerounais. Aliko Dangote aussi a fait part du fait que ça a été difficile pour lui de pouvoir implanter son modèle dans le marché camerounais. Quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que ce soit Aliko Dangote ou alors même M. Kakou, les deux sont revenus à la charge et n'ont pas abandonné suite à un premier échec. Et c'est à force de la persévérance qu'ils ont réussi par la suite à s'imposer tous les deux dans ce pays-là, mais de manière générale dans leur vie d'entrepreneur. Et tu peux donc tirer de là l'importance de la persévérance dans la vie d'un entrepreneur. Beaucoup de personnes ont voulu se lancer dans les affaires et ont souvent échoué. Mais ce qui est bien, c'est de te rendre compte que l'échec, ce n'est pas juste propre à toi. C'est que même des hommes comme ceux-là qui ont de grandes réussites aujourd'hui ont connu des échecs. La différence entre eux et toi et peut-être d'autres entrepreneurs, c'est que les échecs ne les ont pas fait s'arrêter. Beaucoup de personnes, quand ils échouent une première fois,
considèrent que ce n'est pas fait pour eux, considèrent qu'ils doivent arrêter, considèrent que c'est un souvenir traumatisant et donc décident d'arrêter complètement en tout cas dans le domaine de l'investissement ou alors de l'entrepreneuriat. Et pourtant, l'histoire de M. Kaku nous montre bien justement que l'échec ne doit pas être une raison de pouvoir abandonner. Il ne faut jamais, jamais abandonner. Donc si toi qui m'écoutes, tu as envie de te lancer, sache qu'il y a des chances que tu échoues, mais ça fait partie du jeu. Et si toi qui m'écoutes, tu as déjà essayé et tu as échoué, sache que toi aussi, ça fait partie du jeu et tu ne dois pas te décourager ou du moins tout arrêter pour ça. Bien au contraire, tu dois considérer que c'est un apprentissage et capitaliser dessus parce que les statistiques démontrent que quand quelqu'un a échoué pour une première fois, il a plus de 50% de chances de réussir la deuxième fois. Le problème, c'est qu'une fois que les gens ont échoué, généralement, ils arrêtent au lieu de recommencer parce qu'en fait, ils sont juste beaucoup plus près du succès ou de la réussite. Deuxième élément que l'on peut retenir de son parcours, de son histoire, comme secret de sa vie, c'est qu'il faut pouvoir créer des entreprises avec l'intention de pouvoir rivaliser avec les multinationales. Pourquoi pas, en tant qu'Africain, créer une structure qui soit capable, à terme, de rivaliser avec les grands groupes. En fin de compte, nous connaissons mieux notre environnement qu'eux. Donc, avec un peu de rigueur du management international, on doit pouvoir être capable d'être une alternative. Beaucoup de gens, quand ils créent des entreprises, se limitent dans leur vision. Ils ont juste l'intention de pouvoir gagner petitement. C'est-à-dire que finalement, ils font une affaire avec pour but de pouvoir gagner un peu d'argent ou alors de pouvoir résoudre une petite problématique et ne se projettent pas à la dimension d'une multinationale, notamment sur le continent africain. Monsieur Kaku, dès son début, a décidé de pouvoir créer son entreprise, de la créer dans plusieurs pays. Certains pouvaient penser que c'est parce qu'il voulait minimiser ses risques, mais il justifie lui-même que non, pas du tout. C'était parce qu'il s'est dit, si des multinationales peuvent venir travailler dans nos pays et commencer à gagner de l'argent, mais c'est possible pour des locaux que nous sommes, parce qu'en plus, nous avons l'avantage de connaître le territoire, de savoir comment les gens pensent en Afrique, de savoir quel type de solution on peut leur proposer et comment pouvoir gagner donc des parts de marché dans ce milieu-là. Et ça, c'est super important pour quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, d'avoir cette notion de continent et pas juste de pays. Et pas raisonner à une échelle très réduite finalement qui va être juste le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais plutôt se dire comment je peux faire pour implanter mon business en Afrique. Avoir cette vision macro tout de suite, de telle sorte que quand tu vas déployer ta stratégie, tu puisses la déployer à une échelle continentale. Tous ceux qui ont pu le faire, même des personnes que j'ai accueillies dans cette chaîne, te disent qu'en un an, j'ai pu m'implanter dans 5, 6, 7, 8 pays. Et c'est juste génial parce que même s'il y a des diversités dans ces différents pays, il y a quand même un besoin qui est souvent commun et auquel on peut combler en apportant une solution pratique et adéquate pour les différents marchés. Donc, toi qui veux entreprendre aujourd'hui ou toi qui as commencé à entreprendre, élargis tes horizons. Regarde bien évidemment comment est-ce que tu peux travailler dans un marché, mais très rapidement, pense à t'élargir, à t'agrandir et à aller gagner les parts de marché là où les entreprises coloniales sont, parce que on se plaint beaucoup de l'impact des multinationales en Afrique parce que très souvent, malheureusement, elles sont là pour pouvoir piller, pour pouvoir dérober, entre guillemets, et partir avec cet argent-là. Mais il faut constater que l'entrepreneuriat, c'est quand même un bon moyen de pouvoir contrecarrer ces entreprises-là, de pouvoir proposer des alternatives. Parce que on se plaint de Bolloré, on se plaint de beaucoup d'autres groupes, mais on ne propose rien comme alternative. Tu vois, quelqu'un ne va pas ne pas manger parce que l'entreprise qui lui apporte à manger, c'est Bolloré. Si tu lui dis de ne pas manger chez Bolloré, apporte-lui quelque chose, apporte-lui une alternative pour pouvoir lui dire, écoute, voilà, moi je te propose ça, c'est fait par un local, par un national, et ça peut t'aider à pouvoir, je sais pas moi, avoir le sentiment de contribuer au développement de ton continent. Donc ne soyons pas juste dans la critique pour la critique, mais proposons des alternatives à ces entreprises-là que nous sommes les premiers nous-mêmes à condamner de par leur philosophie quand elles viennent sur le continent. Le troisième élément que l'on peut apprendre de la vie de M. Kaku, c'est que pour lui, les deux piliers sur lesquels il a bâti sa réussite sont sa foi et sa famille. Il faut avoir la foi en son Dieu. Et je dirais, moi, ce qui est capital aussi, il faut avoir le soutien de sa famille. Ce sont ces deux éléments sur lesquels on doit se reposer pour aller de l'avant. Comme tu peux le constater, il affirme que pour lui, la foi et la famille sont des piliers indéboulonnables de sa réussite. Et ça, c'est juste intéressant parce que je suis pas mal d'actualités, bien évidemment, sur les réseaux. Et je me rends compte que depuis quelques années, il y a comme une cabale contre les religions en Afrique,
que l'on considère comme étant des religions importées en disant aux gens que si l'Afrique est pauvre, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en Afrique. Si l'Afrique, si les gens échouent dans l'entrepreneuriat ou si les gens n'entreprennent pas, c'est à cause de la religion. Alors oui, bien évidemment, quelque part, il y a un fond de vérité parce qu'il y a énormément d'abus, il y a énormément de personnes qui, au nom de la religion, font tout et son contraire. Mais il y a quand même des gens comme M. Kaku qui sont là, qui sont des réussites patentes, éclatantes, et qui te dit en mondiovision que la raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que j'avais de la foi. C'est parce que ma foi m'a aidé dans les moments difficiles, c'est parce que j'ai cru en Dieu, et parce que ce Dieu-là m'a conduit dans les chemins sur lesquels j'ai marché. Et ça, je pense que c'est une leçon qui devrait quand même permettre aux gens de pouvoir nuancer un peu leur position. Parce que beaucoup de personnes qui sont très riches dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique ou même en Asie, sont des personnes croyantes. Donc, je pense que le vrai débat n'est pas de dire que la foi est un ennemi à l'entrepreneuriat, pas du tout, parce que ça peut être un vrai atout, mais de dire effectivement que la foi mal placée, mal positionnée est quelque chose qui peut être scandaleux. Je sais que cette position-là va faire réagir dans les commentaires, je le sais déjà. Mais bon, mon honnêteté fait que je puisse défendre une position à laquelle je crois. Et je crois que beaucoup de personnes, que ce soit dans les différents pays en Afrique qui sont juste des personnes très riches, se définissent très souvent, quasiment toutes, comme étant des personnes croyantes. Donc toutes ces personnes-là qui aujourd'hui nous disent que la foi est un ennemi, j'ai envie de leur demander quels sont les modèles qu'elles ont en Afrique de personnes qui ont réussi et qui sont juste athées ou qui n'ont aucune attache avec la foi. Et puis qu'elles puissent nous en parler dans les commentaires. Je vous attends pour pouvoir en parler de manière polie, comme d'habitude, et respectueuse. Le deuxième élément qu'il a donné, c'est la famille. Et ça, c'est un point super important parce que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que le minimum est de pouvoir consulter ta famille. Si tu es marié, ton conjoint ou ta conjointe pour pouvoir t'assurer qu'il est d'accord avec toi dans cette aventure-là. Parce que si ce n'est pas le cas, mais tu vas juste te retrouver dans une position dans laquelle ton entreprise va devenir un adversaire ou un ennemi de ta famille. Et ça, bien évidemment, ça va te causer de très gros problèmes. Il faut toujours se souvenir de pourquoi est-ce qu'on veut se lancer dans les entreprises. Et l'une des raisons pour lesquelles on veut souvent le faire, c'est la famille. On veut mettre notre famille à l'abri du besoin. On veut pouvoir lui donner de meilleures conditions de vie. Mais si pour pouvoir donner de meilleures conditions de vie à ta famille, tu cours le risque de la perdre, tu vois qu'il y a quand même une incohérence. Ta famille doit toujours rester au centre de tes priorités et l'entreprise en second lieu. Ça veut dire que si tu as le choix entre, je sais pas moi, une obligation familiale et une obligation entrepreneuriale, le choix doit pouvoir être aisément fait pour l'obligation familiale. Si ton enfant a une représentation théâtrale, si ton enfant a quelque chose dans sa vie pour laquelle il a besoin de toi en tant que parent, pour lequel tu dois être présent, tel son anniversaire, ben, je pense que tu dois quand même pouvoir mettre ça en priorité par rapport à un dîner d'affaires ou une réunion de travail. Ce sont des petites choses, ce sont des petits indicateurs, mais qui sont marquants pour la vie de la personne qui est en face de toi. Et c'est pour ça que tu as malheureusement souvent beaucoup d'enfants qui ont le sentiment que papa préfère son travail à moi. Alors là, je l'ai dit pour les entrepreneurs, mais c'est vrai pour les gens qui ont même simplement une carrière qui est prenante et qui est challengeante. On a ce risque-là de vouloir faire passer la carrière avant la famille, même si c'est pour cette famille-là qu'on est en train de se battre, ou du moins qu'on croit qu'on est en train de se battre. Quatrième élément est totalement en rapport avec ce que je viens de dire en troisième élément, c'est que M. Kaku dit qu'il ne faut pas risquer sa famille au détriment de son entreprise. On ne doit pas, à mon avis, sacrifier la famille aux affaires. Après tout, quand on réalise un projet, on crée une entreprise, c'est pour sa famille, c'est pour la pérennité de sa famille. Et les entreprises les plus pérennes dans le monde entier se reposent sur une famille solide, soudée, qui voit dans le même sens. Et les grandes fortunes de ce monde ont été bâties autour d'une famille. Combien de fois ont-on vu ou entendu des personnes dire « je déteste tel type de métier à cause de mon père, parce que j'ai vu ce métier-là éloigner mon père de la maison. Je déteste tel type d'autres métiers à cause de... » On connaît tellement d'histoires de personnes qui ont trompé leur conjoint, leur conjointe, et qui ont rencontré leurs amants dans le cadre du travail ou dans le cadre du business. On compte à la volée le nombre d'hommes qui ont bousillé leur famille à cause d'une aventure extra-conjugale rencontrée dans le cadre du travail, ou alors même simplement à cause d'un travail devenu beaucoup trop présent dans leur vie. Ce sont des choses qui sont arrivées aux autres et il ne faut pas penser qu'on est meilleur que les autres. L'une des valeurs que d'ailleurs M. Kaku prône, mais je n'ai pas décidé d'en faire un point, c'est l'humilité. Quand on est ambitieux, il faut être humble. Et l'humilité, c'est de reconnaître que si c'est arrivé aux autres, je ne suis pas meilleur qu'eux et ça peut m'arriver. Le danger de l'omniprésence de l'entreprise dans la vie
de l'entrepreneur est un facteur de danger très, très important et qui guette énormément l'entrepreneur. Donc, si tu veux te lancer, franchement, sois au clair avec ça dans ton cœur, sois au clair avec ça avec ton partenaire, sois au clair avec ça avec tes enfants, de dire vous êtes ma priorité. Je te donne un cas de figure très simple qui peut l'illustrer. Tu es peut-être dans la voiture avec ton enfant et ou alors même avec ton épouse, vous êtes en train de discuter, vous êtes en train d'aller quelque part bien évidemment et vous êtes en train de discuter et ton téléphone sonne. C'est un appel pour le business. Qu'est-ce que tu fais? Mais généralement la tendance c'est de dire ah ouais super, c'est un appel que j'attendais, tu le prends, tu discutes et si ça prend 10, 15, 20, 30, 45 minutes, tu restes au téléphone et à la fin, tu dis à la personne qui est à côté de toi ah ben désolé de t'avoir fait attendre, ainsi de suite. Et tu reviens bien évidemment à la conversation, ou du moins tu essayes de revenir à la conversation quand c'est encore possible. Ben, je pense que quand tu fais ça, tu es en train de donner un très mauvais message à la personne qui est en face de toi parce que tu es en train de lui faire comprendre que la priorité pour moi, c'est mon entreprise. La priorité pour moi, c'est mon business. La priorité pour moi, c'est la personne avec qui j'étais au téléphone. Et une manière différente de le faire pourrait être par exemple de dire que ton téléphone sonne, tu décroches et vu que c'est l'appel important, tu peux mettre en attente cette personne-là 10 secondes, 20 secondes. Et tu lui dis, donne-moi 10, 20 secondes, il faut que je clarifie quelque chose. Et tu te tournes vers ton enfant, tu te tournes vers ton épouse ou vers ton mari et tu lui dis, je suis vraiment désolé. C'est un appel super important qu'il faut que je prenne. Mais en aucun cas, cette situation compte plus que toi. Tu es la priorité dans ma vie. Mais j'ai vraiment besoin de répondre à cette personne rapidement pour lui donner une information. Et suite à cela, je reviens à toi parce que le sujet qu'on avait était super important pour moi et je veux qu'on le continue. Je pense que si tu parles comme ça à ton enfant ou si tu parles comme ça à ton épouse, il y a de très faibles chances qu'il ou elle pense que ton entreprise passe avant lui ou avant elle. Parce qu'en prenant ce type de moments qui sont finalement très courts, tu marques le fait clair que dans ton esprit, même si tu es en train de passer à autre chose de manière temporaire, il ou elle est prioritaire. Et c'est important de le dire, c'est important de le signifier pour que la personne en face ne s'imagine pas 1 milliard de choses, mais que tu aies détruit dans son esprit tout doute par rapport à une éventuelle compétition dans ton cœur. C'est important que tu puisses le faire en tant qu'entrepreneur. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça. Il ne faut pas sacrifier ta famille pour un business. Jamais, au grand jamais. Parce que finalement, le bien le plus précieux que tu as sur cette terre, c'est ta famille. Si demain tu es malade dans la nuit, ceux qui vont se soucier de toi, c'est ta famille. Ce ne sont pas tes partenaires d'affaires, ni tes employés ou tes collègues. C'est ta famille. Donc garde bien ça précieusement au fond de ton cœur pour qu'il ne perde jamais cette place-là. Le dernier élément qu'on peut tirer de la vie de M. Kakou, l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, c'est quand même que finalement, il lance un appel criant aux jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je conseille aux jeunes de ne pas attendre mon âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aux jeunes qui travaillent, qui ont acquis une certaine expérience, de mettre cette expérience-là à leur propre profit et de créer des entreprises. Ils n'auront que la réussite parce que les opportunités en ce moment dans nos pays sont immenses. S'ils les laissent passer, ce seront d'autres qui les prendront. Donc c'est très important pour eux de faire en sorte que les entreprises deviennent des entreprises pérennes. Il invite les jeunes à se lancer en arguant le fait qu'il y a énormément d'opportunités. J'ai déjà fait tellement de vidéos sur ma chaîne pour dire et redire ça que je suis très content que quelqu'un comme M. Kakou, du haut de sa stature, puisse dire la même chose. Il y a énormément d'opportunités en Afrique et les jeunes Africains doivent les saisir. Mais il dit deux choses. La première, c'est que ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui dans des entreprises qui doivent pouvoir considérer que je suis en entreprise, j'ai une expérience, mais je dois pouvoir quitter cette expérience pour aller me lancer. Le réflexe des jeunes quand on est en entreprise, c'est de vouloir se battre pour des postes. C'est bizarre, hein? Tu viens dans une entreprise, tu oublies que tu es en train de travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Pas le tien, pas celui qui va faire avancer ton continent comme tu le souhaiterais, ou ta famille, ou tout ce que tu veux. Mais tu le fais à tel point que tu deviens un compétiteur et parfois même un ennemi de tes collègues. Alors qu'au final, tes collègues sont supposés être des alliés avec qui tu travailles pour pouvoir aller dans le bon sens. Monsieur Kakou dit, la solution est simple. Tu as travaillé 2-3 ans, tu as eu une expérience, mais pense à créer quelque chose. Pense à prendre un risque, parce que le meilleur moment pour pouvoir prendre un risque, c'est dans ta jeunesse. Ce n'est pas quand tu as 70 ans ou 72 ans comme Monsieur Kakou. Lance-toi maintenant, mon ami. Toi qui écoutes cette vidéo, tu es probablement intéressé par l'entrepreneuriat, sinon cette chaîne ne t'intéresserait pas. Mais Monsieur Kakou a un appel criant pour toi. Il te dit,
du haut de ton expérience aujourd'hui, du haut de ce que tu sais déjà faire aujourd'hui, réfléchis à comment tu peux te consacrer à un projet qui va pouvoir te permettre de pouvoir créer une entreprise, créer de l'emploi, faire avancer ton pays, faire avancer le continent et donc permettre bien évidemment que demain, grâce à toi aussi, que l'Afrique puisse être beaucoup mieux placée, beaucoup mieux située qu'elle ne l'est aujourd'hui dans le concert des nations. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi par rapport à la vie de Monsieur Kaku, que j'ai trouvé très riche. Alors, un volet important dans cette chaîne, c'est de la formation. Et si tu ne le sais pas, je fais pas mal de formations pour pouvoir aider les entrepreneurs à se lancer. Je fais même du coaching pour pouvoir aider les entrepreneurs à se lancer. Je vais mettre quelques liens en barre de description pour que tu puisses découvrir quelques-unes des formations que j'ai faites sur l'élevage de poulets, de poissons, sur comment créer une entreprise quand on n'a pas beaucoup d'argent. Bref, je te déposerai dans la barre de description un certain nombre de liens pour que tu puisses avoir accès à des formations que j'ai faites. Et si tu as envie d'aller plus loin, bien évidemment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Des 5 points, comme d'habitude, dis-moi en commentaire lequel de ces 5 points te semble être le plus pertinent, avec lequel des 5 points es-tu le plus en accord ou alors en désaccord. Dis-moi pourquoi dans les commentaires. Si cette vidéo t'a semblé pertinente ou même si elle ne t'a pas semblé pertinente, partage-la au max. Je sais que, et ça c'est une confidence que je veux vous faire, la Côte d'Ivoire, ça m'a toujours beaucoup surpris, fait partie des pays qui suivent le plus cette chaîne. Et pourtant, c'est une chaîne qui est faite en Europe et qui est beaucoup suivie par la diaspora. En ordre de priorité, les pays qui les suivent le plus aujourd'hui, en tout cas, sont la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. C'est incroyable qu'un pays africain se retrouve dans le top 5. Alors qu'on peut penser qu'il y a moins de connexion Internet, que les accès sont plus faciles en Europe, ainsi de suite. Et pourtant, la Côte d'Ivoire figure dans ce top 5. Donc, je pense que cette vidéo va être très regardée, enfin, je l'espère, en Côte d'Ivoire, le pays de Gou. Et j'espère que vous allez pouvoir juste la partager au max pour permettre autant pour moi à un maximum de personnes de connaître la chaîne, de se familiariser un peu plus à l'entrepreneuriat, de trouver ici des moyens pour pouvoir se lancer, se propulser et créer des choses. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne et à très bientôt.